Un point sur les marchés financiers en compagnie de Jonathan Lévy. Bonjour Jonathan. Bonjour Thomas. Heureux de vous retrouver après des vacances méritées. Alors, on va s'intéresser à l'inflation qui, elle aussi, est est sortie d'hibernation. On n'aurait pas imaginé, il y a quelques années, hein, vous nous avez apporté un graphe, on va voir tout de suite les niveaux. C'est vrai qu'il faut sonner l'alerte. Oui, c'est assez impressionnant. Autant on parlait de risque de déflation il y a à peu près 3 ans, entre 2015 et 2016. Et depuis, l'inflation est sortie de sa léthargie. On va voir le graphique, hein. On le voit ici, c'est en effet très impressionnant. On était passé sous la ligne de flottaison dans ces années 2015. C'est ça, c'est donc la déflation, c'est la baisse des prix. Là maintenant, c'est très rare, la déflation. C'est un risque important en économie. Mais là, c'est plutôt le risque inverse qui arrive, c'est la hausse des prix. Au-dessus des fameux 2% que surveille comme le lait sur le feu la Banque Centrale Européenne. Est-ce qu'au final c'est inquiétant ce retour de l'inflation? Est-ce que ça ne veut pas dire tout simplement que l'économie va mieux aussi? Ça veut dire que l'économie va mieux. Maintenant, il faut faire attention quand on regarde ce chiffre, qui est un chiffre très global. Vous savez que l'INSEE, comment ils calculent ça? Ils prennent un panier moyen, ils regardent les habitudes de consommation des Français. Oui, il peut y avoir des trompe-l'œil. Il peut y avoir des trompe-l'œil. Donc, dans les chiffres, il y a déjà des prix qui sont très volatiles, on le sait. L'énergie, par exemple. Et ça, la hausse à 2,3%, donc qui fait qu'on dépasse l'objectif de 2% de la BCE, c'est en grande partie expliqué par la hausse de l'énergie qui progresse de près de 20%, 22% sur un an. Mais quand on enlève les prix volatiles, la hausse est un peu plus faible. Cela dit, l'INSEE nous dit quand même que pour 2018, l'inflation devrait atterrir sur les 1,7, voire 1,8% sur l'année, donc ce n'est pas négligeable. À propos de BCE, juste une parenthèse, mais est-ce qu'elle a signifié quelque part son inquiétude également? Est-ce qu'elle risque de réagir plus vite que ce qu'on imaginait ou pour l'instant on reste sur ce qui a été envisagé? Non, pour l'instant, on reste sur ce qui était envisagé. Il n'y a pas d'inquiétude du côté de la BCE qu'elle modifie sa politique monétaire. Elle n'accélérera pas par rapport à ces chiffres-là. Alors pourquoi c'est un sujet? Pourquoi est-ce que l'inflation concerne tous ceux qui regardent cette émission et qui peuvent intervenir pendant l'émission? C'est du direct, je vous le rappelais. C'est un vrai sujet parce que le but de l'épargnant, c'est d'abord et avant tout de préserver son pouvoir d'achat. Si l'inflation augmente, son pouvoir d'achat diminue, puisque l'inflation mesure justement la hausse des prix général en France. Alors après, ça dépend beaucoup de chacun. Par exemple, je prends mon exemple personnel. Moi, je ne suis pas fumeur. Dans l'indice des prix, c'est 2%. Ce n'est pas beaucoup, mais pour un fumeur qui dépenserait 10% de ses revenus dans le tabac, la hausse du tabac, c'est 17% sur un an. Et pour lui, la hausse des prix est très importante. L'inflation, il aurait déjà 2 points d'inflation pratiquement dans la poche, rien qu'avec ses paquets de cigarettes. Rien qu'avec ses paquets de cigarettes, pour moi, elle est nulle. En fait. Donc ça dépend vraiment de chacun. Il faudrait que l'INSEE fasse une inflation personnalisée presque. Alors ils le font. Je vous invite à aller sur le site de l'INSEE. J'invite chacun de ceux qui nous regardent à aller sur le site de l'INSEE parce que c'est très intéressant. INSEE.fr. Regardez INSEE.fr. Regardez en fait, vous prenez vos consommations, ce que vous avez dépensé, vos dépenses sur les 3 derniers mois par exemple, essayez de les répartir sur les grandes catégories et vous les rentrez sur le site de l'INSEE et l'INSEE va vous dire au cours des dernières années quelle était l'inflation pour vous. Donc ça peut être très personnel et c'est intéressant parce que ça va vous permettre de voir si vous êtes particulièrement sensible à la hausse des prix ou pas. Est-ce que c'est un sujet pour vous? Bon, une fois qu'on a défini son profil inflationniste, comment est-ce qu'on peut l'adresser cet enjeu, cette problématique? Alors, donc comme je dis, c'est quelque chose qui est assez personnel et la réponse, elle va dépendre un peu du cas par cas. Déjà, il faut regarder un petit peu l'objectif de l'épargnant. Si l'objectif de l'épargnant, par exemple, est de préparer sa retraite, il va être très sensible à l'inflation. Parce que le but, justement, c'est d'avoir une retraite qui lui permet, encore une fois, de préserver particulièrement son pouvoir d'achat à la retraite. Et oui, et donc il vaut mieux qu'en 20 ans d'efforts d'épargne, il n'ait pas que tout ne soit pas mangé par l'inflation. Tout à fait. Et ça, c'est justement le deuxième critère, l'horizon de placement. Si vous avez un horizon à long terme, et c'est le cas justement quand vous préparez votre retraite, ou même quand vous arrivez à la retraite, vous avez un horizon de placement qui en réalité est assez élevé. En moyenne, on reste 21 ans à la retraite. Donc c'est beaucoup plus long qu'on ne le pense. À ce moment-là, vous êtes très sensible à l'inflation. Est-ce que vous savez quelle a été l'inflation sur les 20 dernières années? En moyenne par an? Alors, en cumulé. En cumulé. Je dirais 100%. Non, vous êtes un petit peu au-dessus.
Mais elle est quand même de 32%. Là, on n'a pas préparé l'émission et je vous ai pris un petit peu... Non, mais voilà, donc 30%. Donc c'est-à-dire qu'on a laissé un tiers en cours de route. Exactement, on a laissé un tiers en cours de route. Si on n'a pas préparé, si on n'a pas des placements qui nous couvrent contre l'inflation, ça grignote un tiers de nos pouvoirs d'achat. Donc effectivement, on voit bien qu'en fonction de l'objectif et en fonction de l'horizon de placement, il faut bien se couvrir ou pas contre l'inflation. Si vous voulez acheter par exemple dans 5-10 ans un bien immobilier, si c'est ça votre projet, vous n'êtes pas sensible à l'indice général des prix, vous êtes sensible à la hausse de l'immobilier. Oui. Et donc là, dans le projet de placement, il vaut mieux que vous ayez un biais sur l'immobilier. Beaucoup de gens ouvrent un PEL. Mais si vous ouvrez un PEL pour préparer un projet immobilier, ce n'est pas très malin parce que, imaginons que les prix de l'immobilier augmentent comme à Bordeaux, 20% en un an. Et les notaires nous disent que ça continue. On va parler du Grand Paris, la hausse des prix est très forte. Si vous voulez acheter dans ces zones dont le prix augmente beaucoup, en fait, il vaut mieux aller sur un placement qui va profiter du dynamisme de ces marchés-là. Si vous mettez 50 000 € aujourd'hui, votre apport pour préparer ce que vous allez acheter dans 5-10 ans, il vaut mieux que ces 50 000 € soient indexés sur les prix. Le même dynamisme que le marché que vous visez dans 5 à 10 ans. Donc c'est ça l'élément de réponse, c'est comme ça qu'on adresse cette problématique. Alors pour l'immobilier on comprend assez bien, mais pour sa retraite par exemple, comment choisir le bon vecteur? Alors pour sa retraite, si on est à la retraite et qu'on a besoin de revenus complémentaires, on a un capital de 200 000 € par exemple, eh bien là encore, acheter de l'immobilier, on a parlé des SCPI, on va en parler encore dans la troisième partie, c'est intéressant. Pourquoi? Parce que l'immobilier en fait est indexé sur l'inflation. Donc c'est la meilleure façon de se couvrir contre le risque d'inflation, c'est d'acheter de l'immobilier et en particulier des SCPI parce qu'elles sont très bien diversifiées et donc vous limitez le risque à tout point de vue. Alors je vais poser ma question différemment. Oui. Est-ce qu'à côté de l'immobilier, il y a d'autres sous-jacents, d'autres vecteurs qui permettent de se prémunir contre cette inflation? Alors, de toute façon, oui, c'est bien de diversifier, de ne pas acheter que de l'immobilier. On dit que les actions, souvent, profitent également de la hausse de l'inflation. Donc, c'est une bonne façon de se prémunir contre ce risque-là. Mais en contrepartie, on a plus de volatilité que sur l'immobilier. Ouais. Donc, il faut accepter cette volatilité. Et puis, à l'inverse, il y a des actifs vraiment à éviter, absolument. L'or, par exemple. L'or. Les obligations à taux fixe, acheter des obligations, ça c'est... oui, parce qu'il y a des obligations indexées sur l'inflation. Il y a des obligations qui sont indexées sur l'inflation, c'est très dur d'en avoir pour des particuliers. Oui, c'est plus pour les institutionnels. Mais éviter les obligations pour couvrir ce risque-là. Donc voilà, deux catégories d'actifs qui sont quelque part étanches à l'inflation, immobilier et actions, avec les risques qui accompagnent ces placements. Oui. Et à contrario, en période de retour de l'inflation, il faut sortir des rendements fixes et qui sont actuellement très déprimés, puisqu'on sort de 10 ans où les rendements n'ont fait que descendre. Voilà, et donc derrière les obligations, il y a bien sûr les fonds en euros qui sont assis sur un tas d'obligations à taux fixe, donc qui ne profiteront pas de l'inflation et qui au contraire même seront dépréciés par l'inflation. Parce que c'est ça dont il faut prendre conscience, c'est que finalement le rendement, il y a le rendement réel et le rendement affiché. Et ce rendement réel, finalement, il est grignoté par l'inflation. Et quand on est dans des rendements qui descendent, ça peut être un réveil brutal. On a des rendements négatifs actuellement en termes réels. Effectivement, maintenant on a des rendements négatifs parce qu'on est dans une situation assez inédite où les rendements des actifs, le rendement des fonds en euros est en dessous du niveau de l'inflation. Jusqu'à présent, les rendements des actifs baissaient, mais l'inflation baissait aussi. Donc le rendement net, qu'on appelle le rendement réel, restait positif. L'inflation est repartie, mais pas les rendements des actifs sous-jacents. Et donc là, on est dans une situation qui est très mauvaise pour les épargnants. Il faut absolument bouger pour éviter de voir son épargne grignoter de 30%. Bon, même si on ne pense pas que l'inflation remonte trop vite trop haut, ce n'est pas votre scénario? Non, mais avoir une inflation entre 1,5 et 2%, par contre, ça c'est ce qu'on peut envisager sur les 10-20 prochaines années. Bon. Il y a un point peut-être à rajouter, c'est qu'effectivement on voit du coup que dans les solutions qu'on propose, c'est des produits qui ne sont pas avec une garantie en capital. Et donc là, c'est un changement d'état d'esprit à opérer pour les Français qui ont l'habitude d'investir plutôt sur les fonds en euros, qui représentent 80% de l'assurance vie.
Donc il y a beaucoup de pédagogie à faire de notre part, nous professionnels, et pour les clients et les investisseurs, il faut aussi qu'ils changent un petit peu leurs habitudes. Et pour ça, il y a des règles à respecter. Des règles de diversification, comprendre aussi l'horizon de placement, on en a parlé. On pense toujours qu'on a un horizon faible, or en fait on a un horizon souvent beaucoup plus lointain qu'on le pense. Je parlais par exemple des retraites. Ouais. Un retraité a un horizon en réalité qui est plus long que ce qu'il ne pense. Or, jusqu'à présent, quand on arrive à la retraite, on a tendance à prendre moins de risques. Je pense qu'il faut faire l'inverse. Alors peut-être pas pour 100% de son patrimoine, mais justement réfléchir et dire j'ai 200 000 euros à y consacrer. Sur les 200 000 euros, en réalité, j'ai peut-être 100 000 euros que je peux placer à plus de 10 ans et 100 000 euros que je vais placer à court, moyen terme. Il y a tout un travail à faire pour accompagner ce mouvement-là. Il y a un travail d'acculturation, de psychologie aussi, de prise de risque un petit peu en effet, dans un monde qui a changé par rapport à celui qu'on a connu il y a 20 ou 30 ans. Merci Jonathan pour ces explications. En effet, cette piqûre de rappel sur le retour de l'inflation. À très bientôt.